Ok, salut. Aujourd'hui, je vais parler de mes outils indispensables à la vérité. Donc, je ne cesse d'en parler à chaque fois que je fais une vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va porter spécialement sur ces outils-là. Et pour mieux l'expliquer, je vais utiliser deux histoires. Une est très vieille, plus vieille que moi, et l'autre est récente, très récente, afin de pouvoir mieux expliquer la raison pour laquelle j'insiste et je persiste sur les outils lorsque on veut vraiment connaître la vérité, lorsque on n'est pas manipulé, instrumentalisé, lorsque on n'oriente pas notre réflexion. Parce que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le vrai problème de toute la société mondiale en général, n'est pas de s'instruire ou de s'éduquer, mais c'est de connaître la vérité sur ce dont on s'instruit ou on s'éduque. Et être intelligent aujourd'hui, être libre, avoir le bonheur, la paix intérieure, c'est de connaître vraiment la vérité de tout ce qu'on apprend. Les outils en question sont la neutralité. Être neutre par rapport à n'importe quelle information, que ce soit de la personne qui transmet l'information ou de la source à laquelle on reçoit l'information. N'avoir aucun préjugé, aucune pensée au préalable. Le deuxième outil est le fait d'écouter, de lire ou de rechercher plusieurs informations différentes par rapport au même sujet. Et enfin, essayer de faire les liens de cause à effet afin de découvrir la vérité. Les deux histoires qu'on va utiliser aussi ici pour illustrer ces outils-là sont un petit fragment de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président qui était indispensable pour les collaborations des différents pays alliés, Franklin Delano Roosevelt, meurt. La guerre n'est pas encore finie. Et il avait comme premier ministre Khrouchtchev. Khrouchtchev, lui, c'était un commerçant populaire. Et Franklin Delano Roosevelt avait besoin de lui à cause de sa popularité pour pouvoir gagner les élections. Khrouchtchev, lui, n'avait pas une grande connaissance sur la politique. Il était aux côtés de Franklin Delano Roosevelt, mais recevait très peu d'informations par rapport à ce qui se passait à l'époque. Staline, lui, président de l'URSS, la Russie à l'époque, n'avait même pas connaissance de Khrouchtchev. Et un conflit, je vais dire au début, personnel, naît entre Khrouchtchev et Staline. Pendant une soirée, une réunion où se trouvaient Khrouchtchev, Staline et Churchill. Churchill, lui, était le premier ministre des États-Unis, de l'Angleterre, le premier ministre de l'Angleterre. Pendant cette réunion, Khrouchtchev reçoit un courrier qui annonce la naissance
la bombe atomique, la toute première bombe atomique. À cette époque, la Russie n'avait pas encore de bombe atomique. Il annonce la nouvelle à Staline. Pour Staline, c'est une provocation. Staline, lui, il voit un jeune premier ministre, à peine président, qui veut déjà faire le bras avec lui, qui était suprême, qui était le grand Staline, le président de l'URSS. C'est comme ça que naît un conflit personnel au début entre Khrouchtchev et Staline. Il faut rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline, Franklin Delano Roosevelt et Churchill sont ceux qui ont vraiment mené la guerre. Staline était vu aux États-Unis d'Amérique comme un héros. Il avait une très belle image aux États-Unis d'Amérique. Il était même vénéré par les Américains parce que il était vu comme l'ange là, parce qu'à l'époque, la Russie avait l'une des plus grandes armées. Même si c'est vrai que l'Allemagne aussi avait une très grande armée, mais la Russie aussi avait une grande armée. Et les États-Unis d'Amérique présentaient la Russie ou encore Staline comme le héros de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, lorsque le conflit naît entre Khrouchtchev et Staline, il faut tout de suite salir la réputation et l'image de Staline vis-à-vis de la population américaine. Khrouchtchev, lui, étant nouveau, il n'était pas encore vraiment accepté par la population américaine. Il n'était pas encore aussi crédible que ça. Ce que Khrouchtchev fait, il fait appel à Churchill. Et à cette époque-là, Churchill avait perdu les élections en Angleterre. Il était déprimé, il était moralement déstabilisé. Donc du coup, il a été facilement manipulé par Khrouchtchev. Et Churchill, lui, présenté aussi aux États-Unis d'Amérique comme un héros de la Deuxième Guerre mondiale, il était crédible vis-à-vis de la population américaine. Donc du coup, Khrouchtchev propose à Churchill de venir salir par un discours international l'image et la réputation de Staline vis-à-vis de la population américaine. Et la propagande a marché, a très bien marché. Staline était vu après ce discours comme le diable, le démon et le malheur des Américains. Et tout juste après, lorsque Khrouchtchev fait bombarder Hiroshima et Nagasaki, deux villes du Japon qui est un pays du continent asiatique, même continent avec la Russie. La Russie a vu ça comme une provocation, comme une menace. Et c'est comme ça que naît, avec le partage de l'Allemagne et le mur de Berlin, un conflit éternel qui persiste jusqu'à aujourd'hui et influence même sur le continent africain. Ce qui va même être la cause de la deuxième histoire que je vais partager avec vous. Ici, ce que je veux tirer comme leçon, c'est le fait que les personnes crédibles, il faut se méfier des personnes crédibles lorsqu'ils transmettent des informations sensibles. Il faut prendre avec des pincettes les informations qu'ils transmettent. Parce qu'ils sont il est très probable qu'ils soient manipulés ou orientés en fonction des intérêts personnels. Donc à chaque fois, restez neutre par rapport à une information, quelle qu'en soit la personne
qui transmet l'information. Cherchez à découvrir la vérité de l'information qui est transmise personnellement. Parce que dans cette histoire-ci, les Américains avaient choisi de comprendre pourquoi Churchill faisait ça. Ça devait être très facile pour eux de voir le jeu. Maintenant, la deuxième histoire est très récente. Il y a quelques jours, nous avons pu avoir des informations sur les médias français. Comme quoi, l'aide de camp de Assimi Goïta a reçu une balle, mais grâce à son gilet pare-balles, il n'est pas mort. Quelques jours après, le gouvernement malien intervient et essaye de faire comprendre à l'opinion publique que c'est une information erronée, fausse, manipulée par les médias français afin de déstabiliser le gouvernement de transition du Mali. Qui, là encore, je vais dire, au lieu de se dire, parce que je sais beaucoup de personnes m'ont dit, les médias français sont des médias professionnels, qualifiés et sûrs. Donc du coup, ça ne sert à rien de tenir compte de ce que va dire un gouvernement qui a fait un coup d'État. Ils sont déjà irresponsables. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes vont donner comme discours. Mais celui qui reste neutre, ne juge personne, ne prend pas de parti pris, va se dire, pour quelle raison la France peut essayer de saboter le gouvernement de transition du Mali? Il va faire ses propres recherches. Et il va aussi se dire, pour quelle raison le gouvernement malien va cacher l'information pour laquelle l'aide de camp a été blessée. Il va aussi mener ses recherches personnelles. Et là, tout de suite, il va finir par comprendre que le gouvernement français a une très bonne raison d'essayer de saboter le gouvernement malien, de transition malien, parce que ce gouvernement-là l'a porté plainte à l'ONU. Et le gouvernement malien, moi, honnêtement, je ne vois pas pourquoi il va cacher le fait que l'aide de camp a été blessé et n'est pas mort. Ça paraît bizarre. Par contre, le gouvernement malien a porté plainte à l'ONU, au gouvernement français, pour rendre incrédible cette plainte. Il faut qu'il essaie de déstabiliser le gouvernement de transition malienne et de démontrer qu'ils ne sont pas efficaces. Donc c'est pourquoi je dis toujours et toujours, il faut rester neutre. Et là vous voyez, c'est grâce à au moins deux informations sur le même sujet qu'on est capable de débattre et de chercher la vérité. Donc c'est-à-dire, il est toujours important d'écouter plusieurs parties, plusieurs informations différentes, qu'elles soient opposées, qu'elles soient sur la même longueur d'onde, qu'elles soient contradictoires, quel qu'en soit le cas, écoutez plusieurs versions de la même histoire. Et enfin, faire des liens de cause à effet afin d'avoir une vérité propre en soi. Et il n'y a jamais rien de mauvais de se faire sa vérité à soi. Parce que parfois, il est même utile et important de se tromper. Mais de prendre conscience et de revenir à la raison afin de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est ce que je voulais
partager avec vous en ce qui concerne les outils que je ne cesse de répéter et que je trouve indispensable lorsque on veut avoir la vérité, lorsque on est à la recherche de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, toutes les informations et les personnes sont manipulées et orientées intellectuellement en fonction d'un intérêt personnel ou un intérêt d'un groupe de personnes. Pour éviter donc de tomber dans ce piège-là, celui qui sera intelligent, aujourd'hui nous sommes dans une société où être intelligent, être sage, avoir la paix intérieure, ce n'est pas beaucoup fréquenté, ce n'est pas avoir beaucoup de diplômes, ce n'est pas avoir consommé beaucoup d'informations, mais c'est plutôt avoir cette capacité-là de trouver la vérité dans toutes les informations qu'on reçoit. Nous avons aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation classique que nous connaissons ou dans l'éducation qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux ou à travers le cinéma, la culture musicale et tout, tout le monde est orienté. Tout le monde est... Il n'y a plus de vérité dans rien. Et puis on finit par avoir des logiques tordues et des philosophies obscures dont nous sommes obligés d'adopter pour pouvoir avoir une place dans la société. Dans cette société-ci aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir avoir une paix, une grandeur, une dignité, une intelligence véritable, c'est d'être capable de rechercher la vérité, pas un intérêt, quelle qu'en soit la nature de l'intérêt. Merci beaucoup, à très bientôt.